Shraga Bloom, bonjour, Boker Tov. Boker Tov Daniel, Boker Tov tous les auditeurs de Kalita, qui sont nombreux d'ailleurs. Merci, merci beaucoup. Nous vous avons sollicité pour parler avec vous de deux sujets qui sont peut-être liés d'une manière ou d'une autre, peut-être à l'état d'esprit qui règne aujourd'hui dans la société israélienne, ou peut-être au niveau de l'État, de ceux qui nous dirigent. Le premier concerne le général Yair Golan. Le général Yair Golan, pour rappeler à nos auditeurs, c'est celui qui avait suscité la polémique il y a 2 ans et demi, lors d'une soirée du Yom HaShoah, lorsqu'il avait, on va dire, apparemment comparé, ou en tout cas fait une allusion sur une comparaison entre des phénomènes qu'il remarquait dans la société israélienne et qu'il pouvait comparer avec certains phénomènes qui avaient été marquants il y a 80 ans ou même 90 ans en Europe et en particulier en Allemagne, avait-il dit, sous-entendu la résurgence du nazisme ou d'une forme de fascisme. Ces propos avaient suscité la polémique et c'était il y a 2 ans et demi. Depuis, on n'a véritablement pas beaucoup entendu parler de Yair Golan, qui est un général apparemment extrêmement méritant, mais il est apparemment l'un des 4 candidats, peut-être même l'un des 2 candidats à la succession du général Gadi Eisenkot au poste de chef d'état-major de l'armée israélienne, et cela suscite la colère de certains militants, de certaines personnes, même de certaines familles endeuillées, qui estiment qu'un homme comme cela ne peut pas être chef d'état-major de l'armée israélienne après les propos qu'il a tenus. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, d'abord sur le fond et la forme. Sur la forme, déjà, un militaire ne doit pas, en général, comme on a entendu dans certains milieux, s'autoproclamer sociologue et commencer à analyser les phénomènes qui se passeraient dans la société. Et sur le fond, c'était entièrement faux, exagéré et très dangereux, parce qu'aujourd'hui, avec la communication globale, des propos comme ça sont relayés immédiatement dans le monde entier. On a vu les titres dans les médias à l'époque. Un général ça avait causé du tort à l'État d'Israël. Mais bien sûr. En plus, à Yom HaShoah, donc avec beaucoup plus de poids à ces paroles. Malheureusement, c'est des propos qu'on entend aussi dans d'autres milieux. Ehud Barak a fait le même genre de propos régulièrement. D'ailleurs, il a soutenu Yair Golan hier en disant qu'il avait dit la vérité. Et je crois que c'est pas bon, parce que la politique ne doit pas entrer normalement ni dans l'armée de la part des militaires, ni en dehors, en commençant, comme c'est le cas maintenant, à faire campagne pour ou contre un candidat au poste d'état-major. Maintenant, mais il y a des gens qui vous diront que l'armée doit conserver certaines valeurs éthiques, morales, et que puisque en fait les déclarations de Yair Golan s'étaient inscrites dans le cadre de l'affaire Elor Azaria de l'époque, et que c'était une sorte de sirène, de sonnette d'alarme qui avait été tirée par le général Yair Golan, par rapport à ce qui se passait dans l'armée même, c'est-à-dire des phénomènes de respect des droits de l'homme qui s'étaient quelque peu effrités. Il y a une certaine logique aussi. Pour vous dire franchement, comparer un soldat qui achève un terroriste qui venait de s'attaquer à des soldats à des phénomènes qui s'apparenteraient même de très très loin à une nazification de la société israélienne, il faut vraiment bien réfléchir très longtemps avant de trouver un quelconque rapport. Je crois qu'il y a une espèce de mode aujourd'hui d'utiliser un langage lié à la Shoah pour tout ce qui se passe en Israël, une banalisation, et comme c'est des choses, comme je l'ai dit, qui sont répercutées dans le monde entier auprès de faiseurs d'opinion ou d'opinions qui déjà sont prêtes à entendre ce genre de discours, y compris de l'opposition israélienne. Je crois que c'est très dangereux, et on se rappelle aussi maintenant dans la campagne qui se joue contre Yair Golan, qui, il est vrai, comme l'a dit Naftali Bennett, est un militaire très prestigieux. Et d'ailleurs, le ministre de l'Éducation estime qu'il aurait dû à ce moment-là s'excuser, donc ça aurait peut-être mis fin à cette polémique, ou en tout cas atténuer les choses. Mais il n'est pas bon que la politique entre dans le phénomène de nomination d'un chef d'état-major, comme ça s'était passé la dernière fois avec Yoav Galan, qui avait et l'affaire Arpad, dont on a vu que finalement le candidat choisi par Ehud Barak avait été invalidé par une sombre affaire. Donc il est dommage que l'armée tombe aussi dans ce travers-là d'officiers qui s'expriment, en plus quand c'est des
des allégations qui sont entièrement fausses et exagérées. Alors, je dois vous dire, hier il y avait Carmela Ménaché, qui est la célèbre correspondante militaire de Kol Israël, qui, elle, a expliqué, presque comme si elle était l'avocate de la défense de Yair Golan, qui a expliqué la nécessité, l'importance d'abord son prestige, le fait, ses états de service assez brillants, et également la nécessité peut-être pour un général d'exprimer des opinions de valeur et d'éthique et de morale. Mais je me souviens qu'il y a quelques mois, il y avait une autre polémique autour d'un autre général, Ofer Winter, qui avait été lui-même au cœur d'une polémique pendant l'opération Bordure Protectrice pour avoir écrit une lettre à caractère, on va dire, très nettement religieuse, à caractère religieux, et qui avait suscité la polémique, et apparemment qui avait été sanctionné, qui a été sanctionné par le général Gadi Eisenkot, puisqu'il n'a pas été promu à un poste de général. Tout à fait. Ça veut dire, on dirait, vous avez le sentiment qu'il y a une sorte de deux poids deux mesures lorsque l'on exprime des opinions, on va dire, plus libérales. Lorsque des généraux expriment des opinions plus libérales, eh bien, on parle de valeurs et d'éthique et de morale. Lorsque l'on exprime des positions plus religieuses, on parle d'ingérence ou d'adata, c'est-à-dire je ne sais pas comment on traduit ce terme, d'intrusion de coercition religieuse. Ouais. Bien sûr, écoutez, d'abord c'est tout à fait juste ce que vous dites. Il y a une espèce d'obsession aujourd'hui à vouloir dénicher tout ce qui pourrait paraître religieux, ce qui est paradoxal dans une armée qui est l'armée de l'État juif. Je pense qu'on peut pas comparer non plus ce qu'avait fait Ofer Winter. D'abord, c'était pas une déclaration politique, c'était tout simplement ni même religieux, c'était juif, voilà, d'utiliser un vocabulaire pour s'adresser à ses soldats, comme on le voit déjà dans les temps bibliques. Donc c'était une polémique qui avait été bien sûr enflée. Et concernant Yair Golan, c'est vrai que des milieux de l'opposition israélienne avaient sauté sur cette occasion pour dire voilà, même un général de Tsahal averti des phénomènes qui se passent dans la société, ce qui est factuellement totalement faux. Mais vous savez, à force de répéter les choses, ça finit par rentrer dans les esprits, et c'est regrettable, parce que en ivrite il y a une expression qui s'appelle Ruach HaMefaked, c'est-à-dire l'esprit qui est dégagé par le chef. Et comme l'a dit hier, même si je suis pas forcément toujours d'accord avec ses idées, Dr Michael Ben-Ari, le président de Otzma Yehudit, qui a dit que le rôle du chef d'état-major, c'est de détecter qui est l'ennemi et de le détruire, et rien d'autre. Il n'a pas à rentrer dans des polémiques politiques, de faire de la sociologie de bas étage en tentant de déceler des phénomènes qui se passent dans la société israélienne. Donc je pense que là, le général Golan a fait une une grande erreur, mais de toute façon, concernant ses chances, moi j'ai lu qu'il n'avait pas énormément de chance, parce qu'il est déjà en congé pré-retraite. Oui. Donc, c'est peu probable que ce ne soit pas lui l'heureux élu, on va dire. Voilà. Alors, le second dossier dont je voulais vous parler, c'est un sujet qui a été donc à l'ordre du jour ces 2 derniers jours. C'est cette intervention du Shin Bet, on va dire assez étonnante, en direction d'un journaliste juif américain qui est connu pour ses positions libérales et, on va dire, plutôt à gauche, pour ne pas dire à l'extrême gauche, on va dire à l'extrême gauche de l'échiquier politique, et qui a été interpellé par des agents du Shin Bet à son arrivée à l'aéroport Ben Gurion, alors qu'il venait ici en Israël pour une visite familiale dans le cadre d'une bar mitzvah. Et il a été interrogé pendant plus d'1 heure à l'aéroport par des agents du Shin Bet qui lui ont posé des questions sur ses positions politiques. Et finalement, ça a causé un véritable embarras, un certain embarras jusqu'à chez Binyamin Netanyahou, qui a estimé que le Shin Bet avait outrepassé ses fonctions, et qu'il fallait, il s'était tout simplement excusé, Binyamin Netanyahou, tout comme les responsables du Shin Bet qui ont publié un communiqué d'excuses en direction de. Alors, est-ce que vous avez le sentiment que aujourd'hui, bien, il y a une sorte de chasse aux sorcières du côté des autorités israéliennes contre toutes les personnes qui émettraient des avis, on va dire, à l'extrême gauche, qui même envisageraient même, par exemple, de boycotter l'État d'Israël, même si ce n'est pas le cas de Peter Bernard? Écoutez, effectivement, ce qui est vrai, c'est qu'il y a d'ailleurs une loi qui a été votée pour empêcher l'entrée en Israël de personnes qui voudraient, de manière active,
soutenir par exemple le BDS en Israël ou soutenir des mouvements antisionistes ou même qui soutiennent le terrorisme, ça c'est sûr. Alors peut-être qu'il y a à ce niveau-là aussi des ordres qui ont été donnés d'être plus vigilants à l'aéroport. Je crois que le journaliste Peter Beinart était sur une liste pour avoir participé déjà à une manifestation à Hebron, anti-israélienne, donc qu'il appelle lui pacifique, mais vraiment quand même une manifestation pro-palestinienne, il cache pas ses idées. Et mais ça vous choque pas que l'on arrête par exemple des journalistes pour leur opinion parce que alors justement j'y venais. Je dis sur ce point-là, sur ce fait précis qui s'est passé, effectivement c'est une erreur d'ailleurs qui a été reconnue dans le langage adapté. Le Shin Bet a dit nous allons enquêter sur ce qui s'est passé, erreur de jugement de l'officier qui était à l'aéroport. Comme vous l'avez dit, Benjamin Netanyahou a réagi lui aussi. Je ne sais pas si c'est excusé ou pas, ou s'il a regretté, mais en tout cas, la réaction de Peter Beinart a été claire. Il a dit Benjamin Netanyahou n'a pas besoin de s'excuser. Ce qu'il faut, c'est qu'il change de politique dans les contrôles aux aéroports envers les Arabes, etc. Donc là, il demande même que les contrôles sécuritaires soient allégés. Donc on voit toute façon. Écoutez, concernant ce monsieur, je vous dis franchement, j'ai aucune pitié de lui parce que la première chose qu'il a faite après son interrogatoire, il a appelé le New Israel Fund, qui, je vous le rappelle, est une organisation qui tente de saper le fondement juif de l'État d'Israël avec des fonds étrangers. On est dans un tas d'organisations. Et ce New Israel Fund lui a tout de suite demandé d'appeler l'avocat Gabi Lasky, qui n'est autre que l'avocat qui a défendu la jeune Ahed Tamimi, cette provocatrice qui a giflé. Donc on voit très bien vers où vont ces idées. Alors avoir des idées, ce n'est pas un crime. Il aurait fallu le laisser rentrer en Israël, évidemment. Maintenant, ça a été beaucoup amplifié parce que de là à dire que à l'aéroport tous ceux qui sont de gauche sont arrêtés, interrogés, on n'en est pas là et on n'en sera pas là du tout. Mais c'est vrai que des personnalités qui sont en vue, bien en vue, peut-être sont répertoriées dans des ordinateurs et on se méfie de la natation qu'ils ont. Vous pensez qu'un militant de BDS qui vient en Israël ne doit pas rentrer dans ce pays? Bah, écoutez, s'il vient pour je sais pas, si c'est à des réunions, c'est pas interdit. Mais en général, les militants du BDS viennent en Israël pour de l'activisme, pour de la subversion, pour aider des organisations antisionistes. Donc, moi, je suis tout à fait favorable à ce que les ingérences étrangères, qui sont de plus en plus nombreuses dans le processus démocratique israélien et qui sont en totale opposition avec comment dire ça, le verdict des urnes, viennent en Israël pour aider les ennemis d'Israël. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, dans ce cas précis, effectivement, ça a été une erreur du Shin Bet d'embêter ce monsieur qui, par ailleurs, me déplaît foncièrement parce que tous ces intellectuels ou journalistes étrangers qui viennent donner des leçons de démocratie à Israël ou des droits de l'homme, on en a plus passé, quoi. Mais c'est vrai, bon, je crois qu'il y a eu une erreur qui, bien sûr, comme c'est souvent le cas, a été amplifiée, gonflée. On a de nouveau le rapport que vous faisiez avec la première affaire, celle d'Yair Golan, c'est de dire que la démocratie en Israël est en train de disparaître. C'est l'argument choc aujourd'hui de l'opposition qui n'arrive plus à arriver au pouvoir, de dire que l'état de droit et la démocratie sont en danger. Alors que quand on voit ce qui se passe à la Knesset avec les députés arabes, par exemple, on est vraiment dans une hyper-démocratie plutôt que dans une sous-démocratie. Hein. Eh bien, merci beaucoup, Shraga Blum, de nous avoir éclairé sur ces deux sujets importants. Merci beaucoup et bonne journée, bonne continuation. Merci à tous les auditeurs, à vous-même et bravo pour ce que vous faites. Au revoir. Merci encore. Shalom, shalom.